Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h Greenwich Mean Time. La correspondance du ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République du 31 mars 2021 au secrétaire général des services du Premier ministre faisant état de la création d'une task force pour la riposte contre Covid-19 et logée à la présidence de la République en complément du dispositif général existant. La désignation du ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République comme ordonnateur des fonds du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus, de même que cette correspondance du 20 avril 2021 instruisant le ministre de la Santé publique d'attribuer, signer des contrats à cette entreprise dans le cadre de la riposte contre Covid-19. Voilà quelques clichés qui ont poussé plus d'un observateur à se demander où était passé le Premier ministre chef du gouvernement. La faute, diront certains, à la mise sur pied de la task force pour la riposte contre Covid-19. Pour mémoire, ce n'est pas la première fois qu'une task force est mise sur pied. Il y a quelques années, pour rattraper le retard qu'accusait le Cameroun dans l'exécution optimale du cahier des charges en termes d'infrastructure devant héberger la Coupe d'Afrique des Nations 2019, une task force toujours logée à la présidence de la République et avec les mêmes acteurs avait été créée toujours dans l'urgence. Bien que la toute première sortie de la task force riposte Covid-19 fasse débat, les résultats de la task force infrastructure Cannes 2019 restent très attendus. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouvelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief du journal. Task Force et Premier ministre, difficile cohabitation pour tenter de comprendre cette situation qui arrive dans notre pays. Nous avons invité en plateau le docteur Marcelin Béma. Bonsoir docteur, bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir aux nombreux téléspectateurs du canal de Equinox. Voilà, ça fait bien. Vous avez oublié le nom. Hein. Oui, vous avez oublié le nom. On était habitués ailleurs. Nous sommes plus Equinox. Bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs. Bonsoir à la grande famille du RDPC. C'est seulement aux communicants qui ont repris le travail ici. Et j'ai dit bonsoir à... Ah, c'est un travail? Oh, mais c'est une occupation, on vient travailler. Je crois que ce n'est pas du hasard. Hein. Oui. Ça se prépare avant de venir ici, donc c'est un travail. Ok, voilà. Merci docteur Marcelin Béma. Henri Decor, oui, vous avez terminé? Non, je n'avais pas terminé. En plus, il fallait que je dise bonsoir à la grande famille Likoun, Ndoumongo, où je suis le président de la sous-section. Il nous regarde, il veille. Okay. C'est où ça? Quel l'arrondissement de Ndom. Ndom? Oui. Okay. Et les populations de la, les populations de DA, même DAV, qui nous regardent en ce moment. Vous êtes sûr? Oui. Il y a l'énergie là-bas? Oui, il y a l'énergie. Vous êtes sûr? Mais je vous dis, qui nous regarde, il y a de l'énergie. Ils sont en train de regarder. Ok, merci. Henri Decor Lembose, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à Serge Alain Otto, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes. J'espère que nous pourrons apporter notre modeste contribution à l'édification de la société face à la thématique du jour. Voilà. Je crois, bon, je n'avais pas terminé, je tiens d'abord à vous féliciter ainsi que vos collègues parce que vous avez engranché quelques loyers et ainsi que le top management de Equinox Télévision. Surtout pour vous dire que le travail n'est pas facile. Vous êtes en train d'abattre un travail énorme pour que le peuple camerounais, les citoyens lambda essayent de se réapproprier le débat citoyen. Je crois que je tenais à vous dire cela. Sincèrement, merci pour ce travail que vous abattez au quotidien. Merci Henri Decor. Bonsoir, maître Fabien Guigné. Bonsoir Serge Alain, bonsoir chers panélistes.
Je crois que mon plus grand bonsoir va à l'endroit de son excellence le professeur Maurice Kamto, le président élu du Cameroun à la faveur des élections présidentielles du 7 octobre 2018. Cet homme, ô combien éminent, excellentissime, que le bon Dieu nous a envoyé et qui, à travers l'opération suivie, a permis, dans le cadre de la pandémie mortifère, la Covid-19, de sauver plus d'une vie des Camerounais. Je voudrais aussi vous dire en passant que j'ai une pensée très très profonde pour mes amis politiques et sympathisants du MSC qui croupissent aujourd'hui dans les géants infects des prisons de Yaoundé, des prisons Bafoussam, de Douala, et donc certaines passeront demain devant le juge d'MS, puis au tribunal grande instance du Vouri et d'autres au tribunal militaire pour avoir tout simplement manifesté leurs opinions par rapport à la gestion de la chose publique dont l'un des thèmes ou pendant fait l'objet des thèmes d'aujourd'hui. Merci. Voilà. Docteur Dalvaris Ngoudou, bonsoir. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir mes companélistes et un bonsoir particulier aux millions de téléspectateurs de la chaîne Equinox Télévision et particulièrement aux gardiens du temple, parce qu'il faut bien comprendre que dans le secteur médiatique, il y a les grands gardiens du temple qui sont parfois derrière. Ce sont les personnes qui veillent à la ligne éditoriale du média. Parce qu'en fait, Equinox est confronté parfois à les difficultés, mais même par là, des millions de personnes suivent. Et la réalité, c'est que même des personnes qui officiellement donnent l'impression de vous combattre sont parmi les premiers de vos fans. Pourquoi? Parce que vous vous efforcez au maximum d'être proche de la vérité. C'est pourquoi je dis à tous ceux qui veillent à la ligne éditoriale d'Equinox, félicitations pour le travail que vous faites et merci de continuer de conscientiser le Cameroun en particulier, mais aussi l'Afrique, d'autant plus que avec la présence sur les satellites, sur les bouquets, on regarde Equinox à l'étranger dans beaucoup. J'étais très surpris en Éthiopie que les gens regardaient Equinox là-bas. Donc je dis félicitations et continuez de faire le bon travail que vous faites. Voilà, je reste avec vous, docteur Ngoudou. L'hyper-centralisation du pouvoir concentré au niveau du secrétariat général de la présidence de la République, cette hyper-concentration du pouvoir là-bas, constatée ces derniers mois, est-elle véritablement de nature à favoriser la cohésion gouvernementale? Premièrement, Serge Alain, disons que sur la forme, d'abord, nous connaissons ce qui s'est passé. Le SGPR a pris la décision. C'est vrai, on dit que le président de la République, mais au moins il a la délégation des signatures, donc il peut agir comme le président de la République. La création d'une task force pour pouvoir faire face à un certain nombre de situations. Et il faut bien comprendre que task force, en réalité, étymologiquement, c'est anglo-saxon. Oui. Mais si on fait une traduction étymologique, pour les francophones ou les langues d'origine latine, ça veut dire une force opérationnelle. Or, quand on parle de l'opérationnalité, par rapport à la présidence de la République, pratiquement dans tous les pays du monde, la présidence de la République est censée, c'est mon point de vue, être le lieu névralgique du pouvoir. Le lieu névralgique du pouvoir a un caractère sacré. Donc il y a la sacralité du lieu que l'on garde. Or, quand on déplace des éléments, puisque quand on dit task force, c'est-à-dire force opérationnelle, quand on prend une cellule qui est une cellule opérationnelle, que l'on la déporte de l'endroit, puisque quand on parle de l'opérationnel, c'est le volet opérationnel des choses. En principe, dans la hiérarchisation des décisions, il y a des décisions stratégiques, il y a des décisions de type directionnel, surtout en finalité, c'est des décisions opérationnelles. Et l'opérationnel, c'est sur le terrain en fait. Et la présidence de la République est censée être le centre névralgique, comme je disais, c'est-à-dire où on prend les décisions stratégiques. Ce n'est pas censé être la cellule où on va implémenter les décisions opérationnelles. En d'autres termes, la présidence de la République elle prend disposition pour que le Premier ministère veille à ce que cela soit implémenté sur le terrain. Est-ce que c'est ce qui a été fait par rapport à ces marchés-là qui font débat depuis quelques semaines? Non, tout est clair que ce n'est pas ce qui a été fait. D'abord, vous dites que c'est le lieu où on prend les décisions. Oui, la décision stratégique. Oui. La décision stratégique. Mais l'opérationnalité, c'est sur le terrain. C'est les départements ministériels. Et surtout, nous sommes à l'aide de la décentralisation. Cela devrait être implémenté jusqu'au niveau des localités décentralisées sur le territoire camerounais. Mais maintenant, moi je pense que le pire n'est pas là. Le pire, c'est que cette manière de procéder viole totalement la constitution du Cameroun. Pourquoi? Parce que, regardant vos thématiques, task force et Premier ministre.
La condition du Cameroun est claire. Article 10, le Premier ministre est nommé par le chef de l'État. Et en principe, le gouvernement est nommé sous proposition du Premier ministre. En termes simples, le ministre d'État, SGPR, officiellement devrait être proposé par les membres du gouvernement, par le Premier ministre. Mais on y a été quand même. Ce débat-là qui court toujours, toujours la semaine dernière, le représentant du RDPC disait mordicus, il a reçu des informations selon lesquelles le SGPR n'est pas membre du gouvernement et peut-être parce qu'il y a un autre texte. Parce que lorsqu'on lit le gouvernement, il y a un autre texte du président de la République qui nomme le SGPR. Le SGPR est-il ministre ou pas? C'est ça le débat. De deux, est-ce que... Au niveau de l'appellation même d'abord. Ministre d'État. Il est ministre d'État. Est-ce que ça fait de lui, de facto, un membre du gouvernement? Parce qu'en autre cela, quittons, en autre cela. Vous voyez les contradictions au Cameroun. Maintenant, je dis, vous ne pouvez pas être dans un pays qui est censé être un pays où l'on respecte la loi, et la personne qui est censée, d'une certaine manière, même si c'est de manière protocolaire, être quand même votre patron, est pratiquement mise de côté. Surtout dans ce type d'opération. C'est vrai que beaucoup de membres du gouvernement, pour certaines personnes, estiment que le Premier ministre jusqu'à présent n'a jamais dit qu'il était fâché. Il n'a pas besoin de dire qu'il était fâché. Ce n'est pas lui qui décide d'être fâché ou pas. C'est la Constitution qui dit s'il est fâché ou pas. Quel est le rôle du Premier ministre, même au niveau de la task force? Moi, je pense que pour moi, c'est surtout que quand on a regardé la note du SGPR, on voit pratiquement que le SGPR donne les instructions à un membre du gouvernement qui est censé être sous le Premier ministre, en l'occurrence le ministre de la Santé. Ce n'est pas un ministre délégué. Exact, justement. Il est rattaché au Premier ministre. Exact, directement. Et en ce moment-là, on a comme impression que le Premier ministre est dans une situation pour le moins un peu ridicule. Mensuellement, sur cette situation, le Premier ministre qui est pratiquement mis à la touche depuis la création de cette task force. Certes, le document dit c'est une structure qui vient compléter le dispositif existant, c'est-à-dire la task force. La structure est logée à la présidence de la République et vient en complément du dispositif général existant. Effectivement, Serge, il n'y a pas de... Je pense que la task force ne vide pas les autres administrations de leurs prérogatives. Donc là, soyons d'abord clairs. Et puis, j'ai entendu parler tout à l'heure, le Premier ministre, quand il fait le conseil de cabinet, je pense que le ministre d'État, SGPR, n'y va pas. Donc, chaque fois qu'il y a le renouvellement du gouvernement, il y a un test d'application qui accompagne le gouvernement. Donc, il faut que les gens essayent d'abord de lire ce que c'est. Il n'y a rien qui est figé. Il y a toujours... Mais justement la contradiction. C'est pas le ministre qui n'est pas membre du gouvernement, ça fait quand même 11 ans. Mais il y a un texte qui est clair. La contradiction, c'est quoi? Est-ce que c'est dit que tous les ministres doivent être membres du gouvernement? En principe, oui. Dans tout pays. En principe, dites maintenant en principe. Oui, c'est pas ça la question. La question, c'est que le Cameroun a ses tests. Donc il faut respecter. Particulier au bord du monde. Qu'est-ce que vous appelez le bord du monde? On ne peut pas dire que le Cameroun est quand même au bord de la réalité. Le Cameroun a ses tests. Quand le gouvernement sort, il y a toujours un décret d'application, un test d'application qui accompagne ce gouvernement, qui dit comment est-ce que ça doit se fonctionner. Donc ne mélangez pas tout. Continuez. Le Cameroun a ses tests, il n'y a pas de confusion. Je pense que la task force n'enlève rien des prérogatives des autres membres du gouvernement. Ok. Voilà, je disais que est-ce que depuis on a quand même vu cet élément-là qui demande au ministre de la Santé d'accorder, de signer des contrats. Comme a dit Dalvarez Ngoudjou, le secrétaire général, comme vous dites, il n'est pas dans le gouvernement, mais il donne des ordres. Il instruit un membre du gouvernement. En ce moment, je pense que cette responsabilité revient, c'est la task force qui gère ça. Donc le premier ministre, le secrétaire général, le SGPR, donne ces ordres-là. Je pense que c'est pour être plus efficace. Moi, je pense que la task force, c'est être plus efficace. On est dans une situation complexe. Ouais. Il faut une situation urgente. Il faut des mesures urgentes qui accompagnent cette situation. Moi, je pense que c'est une vraie question. Ne voyons pas seulement cette task force de manière prérogative. Voyons ça comme une situation qui améliore. Parce que là, nous sommes en train de... Vous comprenez ces contrats de gré à gré qui ont été signés, qui sont peut-être signés déjà? C'est des situations urgentes. Comme pour la CAN aussi, vous comprenez ça? Oui, mais nous avons vu, non, c'est grâce à cette task force que nous avons eu cette avancée. C'est grâce à la task force. Mais vous avez vu. Tout cela a été créé parce qu'il y avait des retards. Et puis, quand on a créé cette task force,
on allait un peu plus vite. Et nous avons pu... déjà pour moi, d'Olembe alors. La task force ne concerne pas le stade d'Olembe, le complexe d'Olembe? Comment ça? C'est terminé ce là. On vous a donné la date, d'ici 2 mois, 3 mois. Je pense que... Oui, ils ont dit, ceux qui font, les entrepreneurs qui font les entrepreneurs, vous n'avez pas suivi le journal d'hier, je crois d'hier ou c'est cet après-midi. D'ici ils ont dit qu'ils ont donné les délais de livraison. Je pense que tout est presque fini. Ok. Henri de Koalombo, cette situation pour vous, si vous en tant que chef du gouvernement, comment vous sentiriez-vous? Non, je crois que c'est... La situation Est-ce qu'il fait bien d'être à la place du type docteur John Gouté aujourd'hui? Non, c'est une situation très embarrassante. C'est une situation très embarrassante. Et si on était dans un cadre normal, c'est une situation qui amènerait fortement dans d'autres cieux à une démission du Premier ministre. Parce que c'est d'autant plus embarrassant. Le juge Sartrez a essayé d'expliquer que une task force, c'est l'opérationnalité. Et il a évoqué, il s'est appuyé sur la loi fondamentale qui organise un peu notre nation pour ressortir ce qu'on attend d'un Premier ministre. Et vous allez voir, lorsque vous abordez les articles, l'article 11, l'alinéa premier de l'article 11, on dit très bien que le gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la nation telle que définie par le chef d'État. Et quand tu évoques maintenant l'article 12, l'alinéa, on dit que le Premier ministre est le chef du gouvernement et dirige l'action de celle-ci. Le Premier ministre est chef du gouvernement et dirige l'action de celle-ci. Vous ne pouvez donc pas parler de l'opérationnalité. Et est-ce que l'homme qui doit diriger l'action de cette opérationnalité? Qui a fait le procès finalement? Il y a eu délégation de signature. Le ministre d'État, secrétaire général, la présidente de la République a délégation de signature. Ça, c'est eu la palissade. Effectivement, voilà le bazar dans lequel nous nous trouvons au Cameroun. Comment ça? C'est pratiquement un bazar sur le plan où les gens jonglent avec des... Et vous avez vu le fameux débat qui se pose au niveau même de cette délégation de signature, qui est permanent. Vous avez oublié le mot permanent. Oui, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on a l'impression que le SGPR se confond déjà à l'homme à qui on a remis le destin du gouvernail camerounais. Non, mais le président lui a donné délégation de signature permanente. Oui, mais il n'est pas le premier secrétaire général. Non, effectivement, c'est là où il y a un problème. Lorsque le délégant te donne, c'est bien circonscrit dans un domaine bien précis et ce que tu dois faire. Mais dans le cas d'espèce, il a une délégation de signature permanente. Et nous voyons où ça amène aujourd'hui. La taxe force est logée là-bas. Il donne des instructions maintenant aux membres du gouvernement, comme tel qu'a dit mon frère tout à l'heure, alors que lui-même, il n'en fait pas partie, tel qu'il a dit. Si on s'entend bien. Voilà un SGPR qui ne fait pas partie du gouvernement. Il est quand même ministre. Il est quand même ministre d'État, mais qui donne les ordres aux autres ministres, alors que le Premier ministre est là, et c'est lui qui doit coordonner et diriger l'action gouvernementale. Je crois que ça fait des ordres. Ça fait des ordres. C'est pour ça que j'ai dit que moi, à la place du docteur Dongou, c'est vraiment une place très embarrassante. Et dans d'autres choses, ça pousse vraiment à la démission. Bon, maintenant, comme il a dit tantôt, que le Cameroun a ses lois. Bon, et si ces lois-là, on doit tout le temps les tripatouiller, les contourner, ne pas respecter des lois telles que définies. Par exemple, dans notre loi fondamentale, ça pose problème, ça pose problème. Et ça crée vraiment des ordres. Maître Kenyé, cette situation, le Premier ministre est mis à la touche, selon vous? Serge Alain, quelle attitude pour lui? Je crois que nous avons un contrat social qui s'impose à tous les Camerounais qu'on appelle constitution. Et je voudrais dire que c'est sous ce prisme qu'il faut lire les compétences et les attributions des uns et des autres. En fait, le secrétaire général de la présidence de la République ne doit pas porter le titre de ministre. Parce que comme l'a dit Dr Goujou, l'article 10 de notre constitution dit expressément que le président de la République nomme le Premier ministre et les autres ministres sur sa proposition. N'est-ce pas? Donc en dehors de ces ministres-là qui sont proposés par le Premier ministre, aucun autre ministre ne peut pas être nommé. Pour dire que le secrétaire général de la présidence de la République n'est pas un ministre et que c'est pas abus de langage qu'on l'appelle ministre, mais nous c'est ministre d'État. Pour en venir aux fonctions exactes, il est dit dans la Constitution, je crois, je n'ai peut-être pas l'article en tête, que le président de la République définit la politique de la nation.
n'est-ce pas? Oui. En second lieu, il est dit qu'il préside les conseils ministériels. L'un des articles du code de la Constitution, je crois que ça va être l'article 12, car c'était mon copanéliste, dit que le Premier ministre est le chef du gouvernement et dirige l'action de celui-ci. Il est chargé de l'exécution des lois. C'est-à-dire, il procède à faire vivre la politique de la nation telle que définie par le chef de l'État. Et cette politique-là, c'est à travers les conseils ministériels, les conseils ministériels qui sont présidés par le chef de l'État, qu'il sait si sa politique est bien exécutée par le chef du gouvernement, qui est le ministre ou pas. Et en cas de défaillance, c'est à ce moment qu'il peut démettre son premier ministre et tout son gouvernement pour la simple raison qu'il aurait failli à sa mission d'appliquer sa politique qu'il a définie. Et quand les conseils ne se tiennent pas? Quand les conseils ne se tiennent pas, effectivement, c'est un problème de mal-gouvernance qu'on a toujours décrié dans notre société. Vous avez tout à l'heure... En passant, le dernier conseil des ministres s'est tenu le 16 janvier 2019. Vous imaginez, ça veut dire que nous avons un président qui ne gouverne véritablement pas. Et si je remonte un peu sur les hautes instructions du chef de l'État, ça n'existe pas sur le plan légal. La Constitution a défini toutes les attributions dévolues à chaque institution. Le Premier ministre, même le secrétaire général de la présidence de la République dont on parle, fait partie du personnel de la présidence de la République. Exact. Il ne peut en aucun cas remplacer le président de la République. Et quand bien on parle de délégation, n'est-ce pas? On parle de délégation, la Constitution a prévu à qui est-ce que le président de la République peut déléguer ses pouvoirs en cas d'empêchement temporaire. C'est la Constitution qui le dit. On parle de temps en temps de mandat, de délégation permanente. C'est de l'imposture. Cela veut bien dire que nous sommes depuis très longtemps, non, peut-être non pas dans l'absence de gouvernance, mais dans la mal-gouvernance. Et si permettez-moi peut-être à poser la question sur les marchés publics. Comment peut-on imaginer... On y arrive. Hein. J'ai une chose en bien. Donc pour rester sur le... Vous voulez parler de pour rester sur les attributions du Premier ministre, oui. Naturellement, c'est en violation de la Constitution, donc que je viens de les décliner, que tous ces pouvoirs lui sont dépouillés. Comment pouvez-vous imaginer quelqu'un qui n'a même pas de titre, en vient à donner des instructions au patron, à son patron, qui est le Premier ministre, puis il n'a même pas le droit d'avoir un titre de ministre, étant entendu que dans la nomenclature des titres, ainsi que cela ressort de notre Constitution, il ne devrait même pas lui être attribué le titre de ministre. C'est un fonctionnaire, c'est un responsable, ou il fait partie du personnel de la présidence de la République, au même titre que les directeurs du cabinet civil. Ce sont des institutions. Et le code, la Constitution doit dire que notre contrat social a prévu dans quel cadre telle institution peut évoluer. Ok. Docteur Marcelin Bema, je vous pose cette question. Comment comprendre cet effacement du président de la République au détriment du Premier ministre et par contre au profit du secrétaire général des services secrétaire général de la présidence de la République? Comment comprendre ça? Alors que la Constitution parle beaucoup plus du Premier ministre, chef du gouvernement. Mais je vous ai dit que oui, la Constitution en parle, mais il y a la circulaire qui accompagne le gouvernement, qui porte organisation qui est en dessous de la Constitution. La circulaire. Je dis la circulaire. Elle est en dessous de la Constitution. Oriente. Vous voulez parler de la Constitution? La Constitution, c'est la loi fondamentale. C'est la hiérarchie des normes au plan national. Il est question ici, ni un décret, ni une loi ne peut être au-dessus de la Constitution. Il est ici l'organisation d'un gouvernement. Ça veut dire que c'est plus technique. C'est pour dire à notre spectateur. Non, frère spectateur, vous venez de dire tout à l'heure que votre président est élu. Alors vous continuez à dire, vous êtes même en contradiction. Puisque vous dites que votre président est élu et vous dites que nous avons un président qui ne gouverne pas. C'est lequel? Celui qui est élu. Progressez s'il vous plaît. Pourquoi? Mais je vous dis, on peut dire légitime. Allons-y. Bon, je voulais dire que il y a déjà eu une première vague de Covid, combat sur le Covid, bon, qui a eu sa gestion. Oui. Je pense que c'est par rapport à cela qu'on a plus rapproché ça maintenant à la présidence. Mais c'est le même gouvernement qui applaudit, qui dit que on a lutté efficacement contre... Mais c'était efficace. Oui. Maintenant, on veut être plus efficace. Est-ce qu'on change l'équipe qui gagne? Non, on n'a pas changé l'équipe qui gagne. On veut être plus efficace. Avec l'équipe qui a fait de bons résultats? Mais on n'a levé personne. Tous sont encore la siège. C'est vous qui avez dit que le SGPR a donné des consignes au ministre de la Santé. C'est lui qui voulait. Tout le monde est encore là.
On a seulement augmenté la vigilance. Maintenant, pour être plus efficace, parce que je vous ai dit que quand la situation devient complexe, il faut des mesures aussi complexes et urgentes pour gérer cela. Ce n'est pas écrit quelque part pour on va seulement édicter. Non, non, c'est pas ça. C'est pour être mieux efficace. C'est ça le rôle de la présidence de la République. Oui, la présidence de la République doit être efficace. Oui, non, non. Des marchés. Est-ce que c'est si c'est ça qui est efficace, il faut le faire. La présidence de la République est là pour être plus efficace pour la population. Okay. Je pense que la gestion est beaucoup plus efficiente quand elle est de ce côté là-bas. Parce que c'est à la présidence. Oui, mais puisque il a expliqué ce que veut dire la task force. Oui. Ça veut dire que on n'attend pas de longues procédures pour faire réagir en situation complexe. Okay. Nous sommes en situation complexe. Il faut qu'on l'admette. L'urgence. Oui, oui, l'urgence est là. On fait avec le gré à gré. Mais c'est des situations complexes, c'est des situations urgentes. On fait avec le gré à gré. Quand c'est urgent, okay. On vous dit que ça ne tient plus compte de la norme de passation de marché. Voilà. Okay. Docteur Goutou, c'est une situation urgente. Je vous pose la même question. Comment comprendre cet effacement du président de la République au profit de son secrétaire général, au détriment du Premier ministre, chef du gouvernement? Qu'est-ce qui peut expliquer ça alors que la Constitution est claire? Premièrement, moi je pense que... La proximité? Non, pas seulement la proximité. Moi je pense, premièrement, je pense... La confiance? Peut-être il y a confiance, mais moi je crois qu'au-delà de ça, le président Paul Biya a toujours été très très discret dans ses actes, même dans sa vie quotidienne. C'est pas une affaire d'aujourd'hui, depuis pratiquement des décennies. Ça c'est d'un, mais quelque chose que nous ne devons pas oublier en tant qu'humains, c'est qu'il y a aussi le poids de l'âge. Nous ne pouvons pas mettre cela de côté. Et c'est pas de trop de dire cela. Nous tous, nos parents, tôt ou tard, nous sommes soumis à cette difficulté-là. Et en ce moment, je pense que la vigueur que le président Biya avait il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce n'est pas la même aujourd'hui. À 88, 89 ans, ce n'est plus là. C'est plus la même chose. Mais maintenant, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes vraiment dans une situation complexe. Parce qu'en réalité, je suis convaincu, tout à l'heure, notre ami, M. Lombois, il a bien dit que oui, le Premier ministre est dans une situation embarrassante. Et moi, je crois aussi que le SGPR est dans une situation embarrassante. Parce que je crois pas que ce soit une gaieté de cœur. Parce que nous tous, nous savons bien. Contrairement à ce que dit notre ami, le docteur Bema, la première gestion de la situation covidienne n'a pas été bien faite. C'est la raison pour laquelle il y a la task force. Puisqu'en réalité, nous sommes en train de parler principalement de la gestion des finances mises à disposition par la task force. D'où venaient ces finances? Les finances venaient du Fonds monétaire international. 214 milliards. Avec des institutions qui étaient claires. Chaque trimestre, on doit avoir un rapport financier. Est-ce qu'on a pu avoir le rapport à temps? Est-ce que des choses sont passées dans les normes? Si c'était passé dans les normes, je suis convaincu que le SGPR n'aurait pas pris les décisions pour instruire ce nombre d'enquêtes. L'Agence nationale d'investigation financière, l'ANIF, le Conseil supérieur de l'État, etc., sont en train de travailler. Pourquoi? Parce que quelque part, rien que l'ébauche, ou même les conclusions partielles qui ont pu fuiter, on se rend compte qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a la gestion au moins de 45 milliards qui n'ont pas été très clairs. Ça, c'est un élément qui pousse le SGPR à mettre en place la task force. Mais pas de gaieté de cœur. Pourquoi passer une pression? C'était de l'argent qui vient d'ailleurs. Mais contrairement à ce qu'on nous dit, et je le dis toujours partout, ce n'était pas une aide. La République qui met sur pied la task force. Officiellement, je dis bien officiellement. Pourquoi vous dites officiellement? Deux choses. Premièrement, s'il y a délégation de pouvoir, avec le SGPR prend la décision, on dit que c'est le président et il est dans son droit. Puis c'est une délégation de... Ça peut aussi être directement le président de la République. Comme nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, nous restons sur le côté là. Maintenant, ce que je dis, c'est que le FMI, justement, dans cette situation, leur a dit, si nous n'en voyons pas clair dans cette affaire, il faudrait que vraiment nous n'allons pas apporter la prochaine tranche de financement. C'est ce qui incite le SGPR à prendre cette décision-là. Mais maintenant, comme a dit le docteur Bema, je dis, c'est pas très sage de faire les marchés gré à gré. Pourquoi je le dis? Moi, j'ai un cabinet de business consulting. Et il m'arrive que les États, dans la sous-région, demandent notre avis au niveau du cabinet. Que ce soit conseiller sur des projets étatiques ou rechercher des financements. Et croyez-moi, je prends une anecdote très simple. En novembre-décembre dernier, nous travaillons pour un État, moi je ne vais pas citer le nom, pour la confidentialité. Ils avaient besoin de 100 milliards. J'ai dit, vous bavardez avec des partenaires à l'étranger, vous dites c'est tel pays, on regarde un certain nombre d'indicatifs et lui, on bavarde avec les gars à la présidence là-bas, ils sont prêts à disponibiliser 100 milliards dans une semaine. Alors qu'en réalité, quand on met
ce pays et le Cameroun sur une balance, ce pays n'a rien à voir avec le Cameroun sur tous les aspects. Le potentiel économique, nous les dépassons de très loin. Le taux de la dette, nous sommes moins que, etc., etc. Je vais dire, nous avons tous les avantages. Mais les gars à l'étranger le font facilement comme 200 milliards. Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué le stade de l'Olympe, mais nous avons eu une difficulté jusqu'à... Je l'avais dit, ils ont fait de 55 milliards. Nous allons peut-être regarder d'autres aspects, pour d'autres... C'est pas pour les eurobonds qu'on est en train de vouloir avoir, je crois, un peu plus de 400 milliards, 450 milliards, etc., etc. Je vais dire que quand on gère les marchés de gré à gré, avec les financiers, ça ne fait pas sérieux. Ça veut dire que moi, qui suis dépositaire d'une certaine force, je prends mon ami Dr Bema, je dis, gars, fais une entreprise de telle étude, je te donne un marché. Il n'y a personne pour contrôler, parce qu'il n'y a pas un appel d'offres ouvert. Il n'y a pas une commission de passation des marchés. Surtout qu'à la présidence même, nous avons quand même un ministère des marchés publics qui est quand même là-bas. Donc je veux dire, quand c'est comme cela, qu'est-ce que les gars se passent? Les gars disent, ok gars, quand nous mettons notre argent, c'est un prêt, même pour le FMI, si les gars commencent à gérer du gré à gré, ça ne fait pas crédit. Prochaine fois, et ça devrait beaucoup attirer l'attention de nos dirigeants. C'est quand on a été une bonne partie de nos budgets viennent de l'extérieur. Soit c'est des prêts, soit c'est pas quoi. À notre thème, quand vous prêtez, vous devez rembourser. Mais demain, les gars ne vont pas vous prêter de l'argent puisque ce que vous avez pris, qu'est-ce que vous avez fait avec cela? Mais surtout, vous avez géré cela comment? Vous avez géré cela comment? Puisque vous ne pouvez pas prendre de l'argent et vous restez à la présidence de la République, vous faites quand même, vous faites toute une note. Avec la mention très urgente, vous envoyez ça au ministre de la Santé, vous dites que c'est très urgent, il faut payer 7 milliards. Très facilement. Parce que moi, je ne suis pas de la culture de la démission chez nous. Vraiment, quand le ministre de la Santé publique signe de payer 7 milliards, parce que lui, il accepte. Comment a-t-il fait pour contrôler ces marchés? Comment fait-il pour contrôler ça? Puisque lui n'est même pas au courant de cela. Les entreprises là viennent d'où, quand et comment? Quelle est l'expérience de ces différentes entreprises-là? Dirigées par qui? Mais on lui donne une instruction. Mais sa signature est quand même engagée. Puisque la personne lui instruit sans signer. La personne seulement signe. Puisque ça t'engage. Sur le plan juridique, demain, s'il y a des problèmes... Je ne sais pas. Pour le moment, je crois que ça devrait être sur son bureau. Et je crois qu'il est embarrassé. Puisque dans un pays sérieux, même le ministre de la Santé démissionnaire. Ah ouais, bon, je vais prendre l'avis du docteur Béman sur cette... Est-ce que le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, devrait signer ces contrats? Devrait signer. Je pense qu'il a les techniciens autour de lui. Ce n'est pas lui qui décide s'il faut signer. Ça dit qu'il a des collaborateurs. Le SGPR, lui, instruit le ministre de la Santé de signer les contrats. Oui, mais ça ne se signe pas comme ça. C'est pour ça que comment? C'est après l'avis des techniciens qui sont à ses côtés. Je pense que c'est ça qui est intelligent. Voilà, je vais d'abord prendre l'avis. Yves Latoupi parler de ces marchés-là. On va revenir sur l'autre cas, l'autre task force. Maître Kenyé, vous voulez dire quelque chose sur ces marchés-là? On a découvert une liste d'entreprises qui doivent, à qui on a attribué des marchés. On instruit le ministre de la Santé de signer ces contrats, près de 7 milliards de francs. Ça, Jean-Laure, vous évoquez là le cas des marchés des gré à gré qui font problème. Il faut bien que nous sachions que les marchés publics sont régis par un code des marchés publics qui a à sa tête un ministre en charge des marchés publics. Que le marché soit des gré à gré ou sur appel d'offres. Voilà. Tant qu'il n'a pas autorisé, ce marché ne saurait avoir lieu, ne saurait être signé. Pour évoquer davantage un cas d'abus de droit manifeste. Cela dit, nous avons même occulté un autre problème. Parce que vous voyez, lorsque j'ai eu parlé de contrat social tout à l'heure, qui est la Constitution, nous avons une des institutions qui est le Parlement, dont l'une des principales missions est le contrôle de l'action du gouvernement. Vous savez, les actes qui proviennent de la présidence de la République sont ce qu'on appelle les actes de gouvernement, qui échappent au contrôle du pouvoir législatif. Pour dire quoi? Je pense, peut-être j'ai tort, qu'on a enlevé, n'est-ce pas, ces marchés au gouvernement pour les confier, pour les confiner au niveau de la présidence de la République, pour éviter le regard ou le contrôle du Parlement tel qu'elle avait souvent exercé, je crois, le député Niché, pendant que ces marchés se passaient encore au niveau du gouvernement. Il me semble que ça doit être la raison principale pour laquelle ces marchés ont été enlevés pour être confiés au secrétaire général de la République, de la présidence de la République, soit même à la présidence de la République, parce que le pouvoir législatif ne peut y exercer aucun contrôle. Pour ce qui nous concerne, toute personne, naturellement,
lorsqu'il donne les instructions au ministre de la Santé pour signer des marchés, c'est dans quel cadre? Cela obéit à quoi? Nous sommes dans le cadre d'une réglementation, de respect d'aucun texte de loi. Même si ce ministre s'y donnait à signer, il engageait sa propre responsabilité face au peuple camerounais. Parce que je pense, pour ce qui me concerne, que même la création de cette task force est une trahison, n'est-ce pas? Parce qu'elle vient en violation flagrante de la Constitution par rapport aux compétences que vous avez définies tout à l'heure à travers les articles 10, à travers les articles 11 et 12, qui définissent les fonctions qui sont dévolues au Premier ministre et qui échappent totalement au secrétaire général de la présidence de la République. Ok. Henri de Koilombo, justement, on parle des premiers ministres. Chief Dr John Gouté n'est pas le premier. Il y a eu, bien avant, Philémon Yan. Et par rapport à la Cannes 2019, toujours Task Force. Oui, On parlait des démissions. Est-ce qu'en ce moment-là, vous auriez aimé voir le Premier ministre Yan démissionner aussi? Bon, le problème c'est d'avoir un problème culturel. Nous n'avons pas généralement cette culture de démission chez nous parce que dans le cadre de la gouvernance, que moi j'appelle la gouvernance bancale de notre pays, on assiste toujours à ces choses-là. Parce que mon dévancier, l'un de mes initiateurs, a si bien évoqué cela tout à l'heure, puisque cette task force même n'obéit pas à la réglementation en vigueur. C'est-à-dire que ça n'entre pas dans notre cadre. Si on pouvait même vouloir bien faire, on créait cette task force au niveau du Premier ministère. Tout à fait. Qu'est-ce qui est chargé de gérer l'action gouvernementale? Ça lui coûte quoi? Mais puisqu'on est dans un système où tout est concentré aux mains d'une seule personne, vous ne voulez pas dire cela. Voilà le seul problème où nous sommes. Et je suis tellement embêté parce que c'est en pleine situation où nous sommes traversés par des crises multidimensionnelles et nous parlons de plus en plus de la décentralisation pour permettre au moins, puisqu'on a tous vu où cette concentration de tout. Quand André Maritala parlait encore que je m'en vais à Yaoundé, mais attends, nous devons arrêter cette histoire. Nous n'allons pas tous nous déporter à Yaoundé. Quelqu'un à Djakiri, il veut signer un dossier, il faut qu'il se déporte à Yaoundé pour se faire torturer par des fonctionnaires, par des postes de pillage dessous. On a dit attention, les gens se sont assis. Une constitution, celle de... C'est 18 janvier 1996. 96 a consacré la décentralisation. Jusque-là, ça peine. Ils se sont réunis dernièrement, ils ont appelé ça quoi? Grand dialogue. Ils ont dit, bon, nous allons expérimenter. Jusqu'aujourd'hui, il y a les maires qui se plaignent là. Exact. C'est toujours le sujet. Le transfert mais c'est ça le sujet. Puisqu'on est dans le cadre, dans l'abus du pouvoir. On est dans le truc où rien n'est respecté. On a décidé que nous allons décentraliser. Et subitement, on crée des task force. Et les task force sont logés où? À la présidence de la République. Ça veut dire que finalement, on ne connaît même pas ce qu'on veut faire. Moi, j'aurais voulu. Il fallait au moins annoncer quelque chose, les loger clairement au niveau de la primature. Et la primature devrait donc peut-être travailler en synergie avec le SGPR. Puisque tel que le jour s'attend à définir là, la présidence n'est que là sur le plan stratégique. La présidence porte des idées. Les transferts à la primature. La primature est outillée et a tous ces démembrements qui sont les ministres, tout ce qu'on compte pour faire le travail. Et tout s'évalue au Conseil des ministres. Exact. C'est comme ça dans les très pertinent. Hein. Maintenant, nous sommes là dans une situation où les sachants complètement inhibés dans le militantisme béat n'arrivent pas à expliquer les choses clairement. Voilà là où nous en sommes. Vous allez me demander que le Premier ministre va démissionner, il ne va jamais démissionner, puisque vous connaissez très bien que chez nous, dès qu'on a nommé, ce n'est pas forcément le rendement qui compte. Chacun, c'est son confort personnel. Il roule dans une calcade, il traverse les trous, pas au même rythme que toi et moi qui allons avec des... Donc ça veut dire qu'il est dans un luxe insolent. Est-ce qu'il est même gêné? Il n'est pas gêné. Effectivement, comme il n'est pas gêné, il ne va jamais démissionner. Qu'il ne soit pas qu'on viole la Constitution pour nommer les task force à la présidence de la République. L'homme n'est pas gêné. Il va normalement tout et tout et tout. Mais ça n'honore pas notre République. Ça n'honore pas la République. Et il a évoqué le problème tout à l'heure concernant
l'octroi de ce fonds. Vous êtes en train de parler de cette fameuse la task force qui a été logée à la présidence. Mais elle a été logée comment? C'est parce qu'ils sont encore allés demander l'argent là-bas. On les a dit, mais attention, avant de prendre encore, qu'est-ce que vous faites l'audit de ce que vous avez d'abord pris. C'est l'audit qui crée les problèmes. Apparemment, quand on engage, même quand les institutions de Bretton Woods les bousculent pour faire l'audit, c'est là où d'autres ministères même, il y a un ministère, c'est là qu'on les bouscule pour l'audit, que l'autre, le ministère, je crois le ministère de l'Agriculture, c'est le même jour qu'on les envoie, ils avaient ou bien combien de milliards, qui n'étaient pas encore là-bas. C'est quand ils sont bousculés qu'on... Non, soyons sérieux, soyons sérieux. Docteur Ngoutou. Oui, justement, je disais que ce que notre ami M. Lomboudi est très pertinent. On aurait même pu créer vraiment une task force, tout ça, au moins au niveau du Premier ministre. Et je dis même que nous sommes des humains, nous sommes imparfaits. C'est-à-dire, chaque jour, nous pouvons commettre des erreurs et les actions que nous commettons chaque jour peuvent être parfaites. Moi, je pense que jusqu'à présent, le SGPR peut prendre des dispositions pour que cette task force soit transférée au niveau du Premier ministère pour éviter toute cette polémique-là. Mais au-delà de la polémique, il y a quand même un petit conflit au niveau de... Je vais dire quoi? Je vais dire, dans certains cas, le SGPR peut être juge et parti. Pourquoi? Parce que maintenant, il est à la tête de la task force. Il gère pratiquement et la stratégie et l'opérationnel. Mais maintenant, si demain, il faut faire une commission d'enquête, qui appelle parfois la commission d'enquête? Lui, la qualité, entend avec la délégation de signature, de demander à son collaborateur, le ministre Consupé, le Conseil supérieur de l'État, ou de la Nationale de l'éducation financière et tout le reste, d'enquêter. Et là, quand il instruit aux gens d'enquêter sur les fonds que lui-même, il a participé, il a instruit l'utilisation, en ce moment, il est juge et parti. Et cela peut créer des problèmes extrêmement importants dans le futur. Moi, je pense pour ma part que jusqu'à présent, le SGPR peut prendre les décisions. On comprend vraiment que c'est dans un contexte complexe qu'il a pris la décision de créer cette task force. Mais je pense que cela peut être transféré au niveau du Premier ministère. Tout à l'heure, mon ami Maître King disait que non, le John Ngouté, le Premier ministre, il est à l'aise. Je dis, mais pas à l'aise. C'est pas parce que c'est pas officiel. Pour les gars qui travaillent autour de lui, là, mais c'est un malaise total. Si on vous dit ce qu'ils disent en off, mais vous allez plus. Puis en réalité, il se sent ridicule. Il est à côté. Il faut bien remarquer que dans la note du SGPR, le secrétaire général du Premier ministre, il est quand même mis en copie. Ouais. Qui est censé être collaborateur du Premier ministre. C'est-à-dire, je viens chez vous, je parle à votre enfant, je n'ai rien à vous dire, à vous demander, vous un peu. Je vais dire, même sur la forme, même sur la diplomatie, même sur le savoir-vivre. Ce n'est pas la première fois ça arrive. J'ai dit ici à l'entame que la task force n'enlève rien des prérogatives des autres ministères dans le cadre de la Covid-19. Qu'est-ce que les autres ministères vont faire? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils sont dépouillés de leurs prérogatives. Non, ils ne sont pas dépouillés de leurs prérogatives. Le ministre des marchés publics, la task force n'enlève rien. Le ministre des marchés publics. Le ministre des marchés publics continue à contrôler le marché public. Quand il n'est même pas au courant qui a eu marché. Non, le marché public, ça se passe comment? Vous-même, vous êtes dans le marché public, ça s'enregistre d'abord. Oui. Alors, pour que ça soit un marché public, ça s'enregistre d'abord. Ces marchés-là ont été enregistrés. Les 5 milliards ont été enregistrés. Mais c'est vous qui parlez de ça. Non, vous dites-moi, c'est vous qui parlez de ça. C'est vous qui parlez de ça. Mon frère. Voilà, dites-moi, c'est vous qui parlez de ça. Moi, je vous dis que tout ce qui est déjà marché public est enregistré. Sinon, ce n'est pas un marché. Ça fait des autres. Alors, le ministre des marchés publics est pour. Voilà, merci. C'est promis, on va revenir. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Stavalan, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons des vives tensions observées dans un quartier résidentiel de la ville de Douala, Bonamoussadi, là où des populations s'opposent à la construction d'un bâtiment sur un espace public reconnu comme jardin public, selon la mairie de Douala 5e. Cependant, l'initiateur des travaux estime que c'est l'État qui lui a vendu cet espace. Enquête à suivre dans le journal de 20h. Nous parlerons des performances scolaires des élèves à quelques semaines des examens de fin d'année. Des enseignants sont inquiets. Le niveau de culture générale et la qualité de la langue sont en baisse, constatent des enseignants, et ils redoutent que cela impacte sur leur performance durant les examens officiels. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Dans l'escale internationale, nous parlerons de ce Français soldat arrêté en Centrafrique avec un important arsenal de guerre. Pendant ce temps, l'Union africaine met en garde les pays du continent sur la circulation du variant indien sur le continent. Nous en parlerons dans quelques instants.
Sajalin. Voilà, le rendez-vous, il est pris dans un instant, le 20h de Cédric Noufélé. Mais avant cela, une page de pub, madame, monsieur.